Les Israéliens intensifient leur action au Liban, objectif atteint, dit Jérusalem, qui a lancé de nouvelles troupes par terre et par mer. Nouveau foyer de tension au Tchad. Les forces d'Hissène Habré reprennent la capitale. Le président de la République, Goukouni, aurait trouvé refuge au Cameroun. Malouine, la bataille pour Port Stanley aurait commencé, mais Londres et Buenos Aires très avares d'informations. Enfin, difficile poursuite des négociations chez Talbot. Pourtant, le travail devrait reprendre demain matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les combats, souvent violents, se poursuivent donc au Liban ce soir. Loin de relâcher leur pression, les Israéliens poursuivent leur offensive qu'ils appellent une action de nettoyage dans le sud Liban. Il y a 2 heures, 2 nouveaux raids aériens sur Beyrouth, débarquement des forces israéliennes en plusieurs points de la côte, resserrant ainsi l'étau autour de la ville de Saïda. Environ quelques 600 000 habitants, c'est ce que vous découvrez ici sur la carte. Après le débarquement, je pense qu'il serait préférable de voir la carte, oui, après le débarquement de Tyr hier, un débarquement ici au nord de Saïda et, disons, les forces israéliennes qui sont autour de cette ville. Par ailleurs, de nouveaux chars qui passent par Metula. Le château de Beaufort a été pris aux Palestiniens. Voilà plus de 6 ans que les Palestiniens s'en étaient emparés après une terrible bataille au corps à corps. Et bien ce matin, Menachem Begin a pu dire à son allié, c'est-à-dire le commandant Haddad, le maître de toute une enclave du Liban, le Beaufort est à toi. Le Premier ministre israélien était en visite sur le front. Avec Gérard Sebag maintenant, le rappel des événements depuis le déclenchement de cette opération Paix pour la Galilée. Dimanche, 1h30 du matin, les Israéliens déclenchent leur opération sur le sud Liban. 2 brigades blindées, près de 200 chars, 20 000 hommes traversent la frontière. Il ne s'agit plus d'une simple opération de représailles, mais d'une véritable guerre que les Israéliens lancent contre les positions palestiniennes implantées au sud Liban. Alors que les chars progressent, l'aviation israélienne bombarde Château de Beaufort, Nabatieh et d'autres villes. Sur la côte, les canons de marine tirent également sur les villes côtières, notamment à Tyr et à Saïda. Ils couvrent le débarquement de plusieurs centaines d'hommes, lourdement équipés, des parachutistes, de l'infanterie, appuyés par des chars et des véhicules blindés. La ville de Tyr est l'un des objectifs. Les civils sont pris dans la bataille, ceux qui peuvent fuir tentent de rejoindre la route de Beyrouth coupée par les bombardements. Les batteries anti-aériennes palestiniennes installées le long des routes réussissent à abattre un avion fantôme. Le pilote réussit à sauter en parachute, il est capturé et présenté quelques heures plus tard à la presse internationale. Apparemment détendu, il répond aux questions et affirme que pris en charge par des officiers de l'OLP, il a été bien traité. L'OLP a d'ailleurs déclaré qu'elle appliquerait la Convention de Genève en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Oui, à ce propos, il y a eu une confusion pendant 24 heures sur l'identité du pilote dont nous parlait Gérard Sebag et que vous avez vu à l'instant. On a cru jusqu'à ce matin qu'il s'agissait de l'homme que vous aviez vu hier soir, c'est-à-dire dans ce journal, agressé par la foule. On pensait qu'il n'avait été que blessé puisque les dépêches nous parlaient de ses déclarations à la presse. Eh bien, en fait, l'homme est mort après ce traitement insoutenable, nous a appris l'ambassadeur d'Israël à Paris, qui par ailleurs a répété que son pays n'avait aucune ambition territoriale au Liban et n'avait pas l'intention d'attaquer la Syrie. Nous allons maintenant rejoindre sur place, au téléphone, en direct, Daniel Bilalian, qui a passé toute la journée à Metula, c'est-à-dire ici, dans ce doigt de la Galilée, et c'est là qu'il a vu passer les renforts israéliens. Daniel ? Oui, Patrick, je voudrais confirmer ce que vous venez de dire et ce que Gérard Sebag vient de dire également à l'instant. Visiblement, les Israéliens ont l'intention de continuer leur ratissage du sud Liban toute la journée sur la lisière de la frontière nord d'Israël, où je me trouvais juste à la limite du sud Liban. J'ai pu constater moi-même, malheureusement mes images ne sont pas parvenues à Paris, j'ai pu constater moi-même l'arrivée et la concentration de troupes israéliennes, d'engins blindés venus par dizaines de Tel Aviv et d'autres régions d'Israël, également de l'artillerie lourde venue en renfort des unités déjà au combat. J'ai pu également interviewer un certain nombre de parachutistes qui se trouvaient juste en bordure de la frontière et qui attendaient d'une minute à l'autre, l'ordre d'entrer au sud Liban pour renforcer les troupes qui sont déjà en train de se battre. Pendant ce temps-là, Patrick, à Jérusalem, sur le plan politique, M. Habib, l'envoyé spécial du président Reagan, s'entretenait avec M. Begin de retour du château Beaufort où il s'était rendu en début d'après-midi en territoire sud-libanais. Rien à déclarer, s'est contenté de me dire M. Habib à la sortie
à prendre tout le monde de vitesse et à en finir mercredi soir ou jeudi soir au plus tard, assure-t-on ce soir à Jérusalem. Nous ne resterons pas au Liban, c'est ce qu'a répété aujourd'hui le chef d'état-major de l'armée israélienne. Nous ne nous attaquerons pas aux Syriens, mais s'ils nous gênent, a-t-il précisé, nous les gênerons. Et effectivement, un affrontement direct avec les Syriens, c'est actuellement le plus grand danger et que personne ne peut écarter car la guerre n'est pas une affaire de salon. Voilà, merci Daniel. Nous vous retrouvons bien entendu à 23h15 et si possible avec votre reportage image. Voilà donc pour ce qui se passe en Israël. Alors selon l'agence palestinienne Wafa, qui émet elle de Beyrouth, 400 soldats israéliens auraient été tués ou blessés et 50 chars détruits ainsi que 5 avions et un hélicoptère. Les Palestiniens estimant que plus de 45 000 soldats israéliens sont actuellement engagés dans les opérations au Liban. Je vous rappelle également les chiffres des victimes du bombardement israélien sur le Liban aux dernières nouvelles pour les 2 premières journées. 240 morts. J'appelle tout de suite à Beyrouth Alain Chalvron. Beyrouth est entrée en guerre. Vers 16h30, des avions ont bombardé des quartiers surpeuplés à proximité des camps palestiniens, là où se trouvent les principales permanences de l'OLP. Il y a moins d'une heure, ils ont effectué un nouveau raid. En juger par le nombre des ambulances qui parcourent la ville en trombe, il doit y avoir beaucoup de victimes. L'aviation israélienne n'a d'ailleurs pratiquement pas quitté le ciel de la capitale de toute la journée. La DCA n'a pas cessé de tonner. Des vedettes israéliennes sont par ailleurs signalées au large de Beyrouth, ce qui a déclenché la fureur des batteries côtières. Oui, Beyrouth est dans la guerre. Les écoles sont fermées, l'essence menace de manquer, l'électricité est coupée dans certains quartiers. Le front traditionnel du centre-ville s'est lui aussi rallumé. Et par-dessus tout cela, c'est l'afflux des réfugiés qui arrivent du sud Liban. Les communications sont de plus en plus difficiles. On en arrive à se demander si Beyrouth ne va pas être bientôt un objectif pour les Israéliens. L'ambassadeur d'Israël à Londres est toujours dans un état critique mais stable. C'est lui qui avait reçu une balle dans la tête dans la soirée de jeudi à vendredi. Les conséquences maintenant de cette offensive, eh bien Daniel Bilayan nous le disait, Menachem Begin a reçu tout à l'heure Philippe Habib, donc l'envoyé spécial du président Reagan, mais pas d'informations sur leur entretien. Moscou a officiellement condamné ce qu'elle appelle les bombardements barbares israéliens contre le Liban. La Libye du colonel Kadhafi s'est déclarée prête à défendre le Liban et les Palestiniens. Et puis en France, condamnation unanime également de la classe politique, dès hier soir Bernard Pons pour le RPR, tout à l'heure ce matin Bertrand Delanoë pour le Parti Socialiste et beaucoup plus durement le Parti Communiste. Israël, dit le PCF, a pris la responsabilité de déclencher une nouvelle guerre. Nouvelle guerre également au Tchad. L'actualité ne nous laisse plus le temps de la détente et de la réflexion. Ce matin, en effet, Hissène Habré s'est emparé de la capitale, N'Djamena, en évinçant le président de la République, Goukouni, qui se serait enfui au Cameroun. Nous pensons que ce soit les forces panafricaines, que ce soit les forces de l'ONU, aucune solution au problème tchadien ne pourra intervenir en dehors des fans, en ignorant jusqu'à l'existence des fans qui représentent les aspirations légitimes du peuple tchadien. Hissène Habré vient de faire la démonstration qu'il fallait compter avec lui. Il aura fallu 9 mois de combat de rue pour le déloger de la capitale. 18 mois plus tard, il lui faudra moins de 3 heures pour reprendre la ville, après sa longue marche qui l'a conduit de la frontière nord-est du Tchad au nord du pays, puis à N'Djamena. Les Libyens, qui avaient largement contribué à la défaite de l'ancien Premier ministre, l'ont dans une certaine mesure aidé à reprendre le pouvoir grâce au matériel abandonné sur place au moment du retrait. Ce matin, la résistance à N'Djamena n'a été que de pure forme. La plupart des soldats du président Goukouni avaient quitté l'agglomération dimanche en même temps que le quart de la population, en apprenant la chute de Massaguet, 36 heures plus tôt, située à 80 km au nord. Hissène Habré est à présent le seul maître de N'Djamena, ou de ce qu'il en reste. Son frère ennemi Goukouni est en fuite. Quant aux forces de l'OUA, elles sont restées très discrètes. Oui, les fans dont parlait tout à l'heure Hissène Habré, ce sont les forces armées du Nord qu'il dirige et qui ont donc occupé la capitale N'Djamena. Troisième foyer de conflit pour ce soir, les Malouines, avec des informations très contradictoires. Il est difficile de dire précisément si l'armée britannique a bien engagé son offensive de reconquête de la capitale Port Stanley. Nous allons tout de suite rejoindre en Argentine Philippe Rochaud. 10, 9, 8, 7, 6...
Prochot qui se prépare donc à nous émettre sa correspondance de Buenos Aires. À Buenos Aires, l'armée argentine a repris confiance dans l'issue de la bataille de Port Stanley pour au moins 3 raisons. Pour la première fois depuis le début du débarquement britannique au Malouines, des commandos de l'armée de terre ont pu reprendre une position aux Anglais à 20 km au sud de la capitale. Les Argentins veulent ainsi montrer qu'ils peuvent briser l'étau britannique et prendre l'initiative dans les combats. Ensuite, l'état-major ici à Buenos Aires affirme que les 2 porte-avions britanniques, l'Invincible et le Hermès, ont été obligés de faire demi-tour vers l'île d'Ascension afin de réparer les dégâts causés par les bombardements argentins ces derniers jours. L'aviation britannique serait ainsi pratiquement paralysée. Enfin, le temps qui passe ne joue pas, dit-on, en faveur des Anglais. Il fait moins 10 degrés au Malouines et les soldats britanniques n'ont pas les abris confortables des Argentins barricadés dans Port Stanley. Les piétinements de la diplomatie servent incontestablement l'Argentine. Pourtant, tous les jours, l'offensive britannique sur Port Stanley est donnée comme imminente, mais la presse argentine disait ce matin que les Anglais attendraient sans doute la fin de la visite à Londres de Ronald Reagan avant de déclencher la dernière bataille. Oui, une visite qui commence à l'instant même. Cela dit, Londres fait état aujourd'hui d'une 60aine de tués argentins autour de Port Stanley depuis 5 jours. Alors je vais tout de suite appeler Bernard Rapp pour savoir si oui ou non cette offensive semble se préciser davantage. Bernard Rapp à Londres. Oui, et pour commencer, il faut reconnaître que jamais les porte-paroles du ministère de la Défense n'ont été aussi peu bavards qu'aujourd'hui. Alors, cela dit, plusieurs signes permettent effectivement de penser que la bataille de Port Stanley est bel et bien commencée. C'est d'abord l'annonce officielle du débarquement des 3000 soldats britanniques acheminés par le Queen Elizabeth II. Je vous avais déjà donné cette information il y a 8 jours. Pourtant, sa confirmation officielle prouve au moins une chose. Les opérations sont assez avancées sur le terrain pour que l'effet de surprise que représente la venue de ces renforts, pour que cet effet de surprise donc ne soit plus un atout essentiel. Il y a aussi une autre indication qui provient cette fois de l'envoyé spécial de la télévision indépendante ITV. Selon Michael Nicholson, l'offensive britannique sur Port Stanley aurait déjà commencé par une opération d'une audace extraordinaire. Le journaliste britannique n'apporte aucun détail sur cette opération pour des raisons évidentes de sécurité, mais il assure toutefois que si elle réussit, la fin de la guerre sera beaucoup plus proche que l'on pense. Alors c'est sur ce front de bataille, au finish, que Ronald Reagan arrive ce soir à Londres. C'est une visite prévue de longue date, c'est vrai, mais une visite particulièrement délicate à un moment où l'on se pose à Londres bien des questions quant au soutien effectif que l'on peut attendre de Washington. Il faut bien dire que les journaux britanniques n'ont pas été tendres aujourd'hui envers le président américain. Un attentat en début d'après-midi à Lisbonne contre un diplomate turc et son épouse. Il a été revendiqué par des Arméniens. Le diplomate a été tué. Son épouse est dans un état grave. Alors maintenant, nous attacher au pas de 3 des hommes qui ont participé au sommet de Versailles, Ronald Reagan, Zenko Suzuki et Helmut Schmidt. Reagan, tout d'abord, nous le disions, il est attendu ce soir à Londres, mais a passé toute la journée en Italie avec une visite remarquée chez le pape. Madame Reagan, vêtue d'une robe noire, a donc sagement attendu la fin du tête-à-tête de 50 minutes entre son mari et Jean-Paul II, avant d'avoir droit, elle aussi, au sourire bienveillant du pape. Pour l'essentiel et pendant ces 50 minutes, on a parlé du Liban, des Malouines, de la Pologne et du désarmement. Jean-Paul II n'a pas les moyens du président Reagan pour influencer Israël ou la Grande-Bretagne. Du moins, il veut agir en se plaçant sur un plan humain et spirituel. Jeudi prochain, dans 4 jours, Jean-Paul II ira en Argentine. Il rencontrera le président Galtieri. Il n'est pas sûr qu'il sera entendu, mais l'essentiel pour Jean-Paul II, c'est de rappeler à chaque fois que cela est possible, lors d'un voyage ou en recevant un grand de ce monde, qu'il faut absolument éviter le pire et préserver la paix. Le Premier ministre japonais vient lui tout juste de quitter le sol français. Il a passé une grande partie de la journée à bord du TGV en compagnie de François Mitterrand. Les 2 hommes ont relié Paris à Montceau-les-Mines, 273 km, et le numéro 1 japonais qui avait formulé le désir de voir de près ce TGV qui fait, il faut dire, concurrence à son Shinkansen, les 2 systèmes étant d'ailleurs actuellement en compétition pour un marché important en Corée du Sud. Lors de son séjour au Japon, François Mitterrand, lui, il y a 2 mois, n'avait pas pris le Shinkansen.
Enfin, Helmut Schmidt, qui a dû avoir une fausse joie hier soir à Versailles, car au vu des premiers résultats que nous commentions hier soir, il semblait avoir bien passé l'écueil des élections régionales de Hambourg. Or, son allié libéral du FDP n'a pas réussi à franchir la barrière des 5%, et cet échec risque de remettre en question la coalition gouvernementale. Michel Meyer. Klaus von Donani, ami politique de Helmut Schmidt et bourgmestre de Hambourg, a perdu sa majorité absolue dans la patrie du chancelier. La confirmation cuisante de la chute continuelle du principal parti de gouvernement de Bonn. Perte sèche, plus de 8% des voix. Son rival, Leisler Kipp, le chrétien-démocrate, ne profite pourtant pas de la situation, car avec 43% des suffrages, il lui est impossible de gouverner seul, ou même avec des alliés dont il aurait pu espérer gagner les faveurs aux dépens des sociaux-démocrates. Ces alliés potentiels des libéraux hambourgeois, de toute façon allergiques à une alliance à droite, sont éliminés car ils n'ont même pas franchi le cap des 5%. Au niveau fédéral, cette désillusion peut cependant encourager le Parti libéral à quitter tôt ou tard la coalition menée par Helmut Schmidt et mettre fin au règne du chancelier. Responsable de tous ces bouleversements de l'échiquier politique allemand, l'irruption un peu folklorique des alternatifs antinucléaires et anti-Pershing américains qui récoltent 7,5% des voix. En France, François Mitterrand, avant son départ en TGV, avait remis les premiers livrets d'épargne populaire à une vingtaine de mères de familles nombreuses. C'est le fameux livret rose, destiné à tous les foyers qui paient moins de 1000 francs d'impôts par an. Sur chacun de ces livrets a été versé, donc exceptionnellement, la somme de 2500 francs. Talbot, maintenant, avec un lent redémarrage des négociations à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, on prévoit quand même toujours une reprise du travail dès demain matin à 7h. Guy Schwartz. Ce matin, à Poissy, l'usine Talbot n'était pas très animée. En effet, la direction en avait interdit l'entrée aux ouvriers des chaînes de montage. Seuls donc les cadres, les employés et les ouvriers de l'entretien avaient le droit de travailler aujourd'hui. Et afin d'éviter tout incident, la direction avait obtenu la protection des gendarmes mobiles, une protection qu'ils n'ont pas eu cependant à exercer. Les chaînes de montage des Samba et des Horizons étaient donc quasiment vides. Leurs occupants habituels étaient un peu plus loin, à Poissy. À l'appel de la CGT et de la CFDT, ils étaient entre 1500 et 2000 devant la mairie pour écouter les explications de leurs délégués sur les négociations en cours. Des négociations qui avaient pris un tour nouveau après que la CGT ait demandé la veille d'annuler les élections professionnelles qui avaient eu lieu le mois dernier et qui avaient donné ces élections la moitié des suffrages au syndicat CSL, un syndicat accusé par la CGT et la CFDT d'être un syndicat favorable à la direction. J'ai eu 2 billets de 50 francs par mon collecteur en me disant de voter pour la CLS. Et si vous ne le faisiez pas, qu'est-ce qui se passait? Mais je savais, alors, comme ils me donnaient 2 billets de 50 francs, et puis la force qu'ils ont, la mafia qu'ils ont là-dedans, alors je pouvais pas me retenir, alors j'ai pris les 2 billets de 50 francs. Et en plus, je n'ai pas voté pour la CLS. Après cette manifestation, les négociations ont pu reprendre en fin de matinée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Mais ces négociations ont été interrompues à 18h et ne reprendront que dans quelques minutes à 20h30. Demain, en tout cas, la reprise du travail devrait se faire ici, dans ces ateliers, à 7h du matin. À moins que les négociations, qui semblent désormais bien avancées, ne soient brutalement interrompues. Des incidents hier soir entre la police et les habitants d'un quartier de Mulhouse. Un contrôle de routine avait dégénéré en petite émeute. 2 jeunes gens qui n'avaient pas leur casque avaient été interpellés par les policiers. Les habitants du quartier ont pris ces derniers à partie. La police parle de quelques 500 immigrés, essentiellement, qui les entouraient et leur lançaient des pierres. Vive réaction ce soir de la part des élus et des syndicats. Sport, c'est finalement Michel Laurent qui a remporté le critérium du Dauphiné libéré devant Jean-René Bernaudot. La dernière étape contre la montre avait été empochée par Bernard Vallet. Henri Bodiguel. C'est par 2 demi-étapes que s'est terminé aujourd'hui le critérium du Dauphiné libéré. La première demi-étape, disputée ce matin entre Voiron et Annecy, étape disputée en ligne sur 110 km, elle a été remportée par le Suisse Gilbert Glos, un succès qu'il a eu l'avantage de remporter au sprint devant Wijnants, l'Irlandais Sean Kelly et le Français Pascal Poisson. Mais c'est contre la montre que s'est terminée l'épreuve cet après-midi. Une deuxième demi-étape remportée par le Français, effectivement, Bernard Vallet. Ce succès de Bernard Vallet n'a cependant pas empêché un autre Français, Michel Laurent, de remporter définitivement aujourd'hui la 34e édition du Critérium du Dauphiné libéré.
Voilà, et puis déjà bientôt le mondial, puisque cela commence dans quelques jours, le 13 juin, très exactement. Alors évidemment, on va beaucoup parler football tout au long de ce mois fantastique en Espagne, mais on va aussi un petit peu parler affaires, car cette Coupe du Monde, ce mondial, n'intéresse pas que les sportifs. Elle intéresse aussi, vous allez le voir, beaucoup les petits industriels en tout genre qui ont lancé un certain nombre de gadgets sur le marché. Un reportage de Guy Schwartz. Sac à pain, autocollant ou sac de plage, la Coupe du Monde de football a déjà commencé pour cette petite entreprise de la banlieue de Dax. Une toute petite entreprise même, puisqu'elle n'emploie que 17 personnes. 17 personnes qui passent plus de la moitié de leur temps de travail à fabriquer différents gadgets pour la Coupe du Monde. Et malgré sa taille plutôt réduite, cette entreprise a obtenu le droit exclusif pour la France d'apposer l'emblème de la Coupe du Monde sur ses objets. En échange de ce droit, les organisateurs de la Coupe vont percevoir entre 6 et 7,5% des ventes correspondantes. Il peut paraître surprenant que les redoutables financiers que sont les organisateurs de la Coupe du Monde aient accordé de telles exclusivités à une affaire aussi artisanale que celle-ci. Une affaire où les seuls investissements un peu lourds se résument à quelques machines à coudre ou à découper le tissu. En fait, si ISAM, c'est le nom de cette entreprise, a pu obtenir ces exclusivités, c'est qu'elle les a demandées bien avant que l'équipe de France de football ait gagné sa qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde en Espagne. Autrement dit, à une époque où personne en France ne se précipitait pour obtenir de tels contrats. Pour ISAM, la Coupe du Monde est en fait sa dernière chance de survie. En effet, ISAM était à sa création il y a 4 ans une entreprise spécialisée dans la sérigraphie. Mais en 4 ans, elle avait accumulé des pertes. Tant et si bien qu'à la fin de 1981, son passif s'élevait à 400 000 francs. Et sans la perspective de la Coupe, elle n'aurait pas trouvé un banquier, en l'occurrence la Société Générale, pour lui accorder un sursis. Seulement voilà, la Coupe du Monde se termine le 11 juillet, et à partir de cette date, il ne faudra plus compter vendre beaucoup de gadgets à l'emblème de la petite orange. Alors... Déjà depuis 3 mois, on prévoit déjà la suite de la Coupe du Monde de football. C'est pour d'abord conserver le personnel et augmenter les effectifs pour les années à venir et développer l'entreprise telle que nous l'avons prévu, toute l'équipe qui m'entoure. C'est-à-dire vous allez faire quoi? Eh bien, si vous permettez, je vous montrer, on va faire Lunk. C'est quoi Lunk? C'est qui? C'est un personnage de bande dessinée qui va sortir tout prochainement, ainsi que d'autres personnages, peut-être des personnages de télévision sur lesquels je suis en train de négocier les contrats, des personnages de télévision, bande dessinée et autres. La partie risque cependant d'être très serrée. En effet, la situation financière d'ISAM ne tient qu'à un fil. Vous voyez, c'est l'occasion qu'a choisi le Canard enchaîné pour lancer un dossier sur les rapports parfois un petit peu troubles entre le sport et l'argent. Un peu de musique pour calmer les esprits en cette fin de journal. Demain, en effet, à Paris, à l'hippodrome d'Auteuil, Simon & Garfunkel, qui, dans les années 60, avait enthousiasmé toute une génération, avant de se séparer il y a plus de 10 ans. Et puis, il y a 6 mois, la réconciliation, à New York, devant 300 000 fans. Et partout où il passe, depuis, un véritable raz-de-marée. Ce fut le cas à Londres, où les a rencontrés Bernard Rapp. We'd like to know a little bit about you for our file. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, 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 whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Success. Le succès. Le succès rend les choses trop difficiles. C'est un véritable fardeau. Il faut toujours essayer de répéter ce qui a marché, ce qui a fait ce succès. You feel the pressure to repeat what's successful. Je pense que ça aurait été contre nature que de se forcer à rester ensemble plus longtemps. Il fallait que nous trouvions un nouveau mode d'expression artistique. En 1970, il nous est apparu tout naturel de faire notre propre chemin, chacun de notre côté.
Pourquoi nous chantons à nouveau ensemble? En fait, pourquoi pas? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, nous avons eu une occasion. Alors bien sûr, nous aurions pu le faire bien avant. Mais le concert de Central Park aux États-Unis nous a fourni l'occasion idéale pour retravailler ensemble. Et cette occasion, nous l'avons saisie immédiatement. L'expérience a été très agréable, pour tout le monde semble-t-il, aussi bien pour le public que pour nous et pour les musiciens. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas recommencer à chanter vraiment ensemble pour quelque temps? Nous avons toujours eu cette possibilité de recommencer. Il fallait juste prendre la décision. Maintenant, nous allons continuer un moment. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Donc demain et après-demain à l'hippodrome d'Auteuil, Paul Simon et Art Garfunkel. Et puis sur le même hippodrome, dimanche prochain, les Rolling Stones, voilà pour un mois qui s'annonce très musical à Paris, avec en apothéose une manière de fête de la musique organisée par le ministère de la Culture le 21 juin dans toute la France. Ce soir-là, chacun est invité à descendre dans la rue pour jouer d'un instrument de son choix. Alors l'instrument du choix de Laurent Broumède, c'est le baromètre, bien évidemment. Oui, un baromètre qui est toujours assez haut, avec des précipitations très violentes à Paris qui ont provoqué des coupures de courant dans de nombreux quartiers. 17 mm d'eau hier soir, mais 27 à Nancy un peu plus tard dans la nuit, où il est tombé 17 mm en 35 minutes avec des vents de 100 km/h. Alors heureusement, tout cela se calme, même si demain le temps reste lourd. Malgré tout, nous serons un temps un petit peu plus agréable, mais toujours chaud et lourd. Les orages encore cette nuit dans l'Est, disons de l'Alsace au Jura. Dans la journée de demain, ils se décaleront, encore quelques ondées résiduelles et des nuages. Mais le soir, retour des orages des Alpes, cette fois-ci à la Corse. Partout ailleurs, un temps très brumeux avec des nuages bas le matin dans la plupart des régions. Ensuite, la brume s'en ira et le soleil reviendra. À peu près comme aujourd'hui, simplement quelques nuages. Toutefois, ici, du côté de la Bretagne, les côtes de l'Atlantique, la Vendée, puis la Normandie, dans la soirée, retour de nuages, un ciel très nuageux, avec quelques petites pluies faibles, et quand ces nuages pénétreront, ils tourneront à l'orage. Et c'est la même histoire qui continue. Du côté des températures, écoutez, c'est bien simple, j'ai rien changé par rapport à aujourd'hui, ou 2 degrés près, ce sera à peu près pareil, de 24 à 27 degrés, et comme le ciel est assez nuageux avec de l'humidité, ça signifie on aura une sensation de temps lourd, assez oppressant. Du côté de l'agenda, demain c'est la Saint-Médard. Alors vous savez, on raconte tout un tas de choses, Patrick, il y a des histoires de pluie, de jour, mais enfin tout ça c'est des bêtises, alors je vous en dis pas plus. Voilà, ce qui n'est pas des bêtises, en tout cas, c'est ce qui est arrivé aux habitants du 11e, du 13e et du 19e arrondissement à Paris. Pour l'instant, ce soir, encore 23 500 abonnés sont toujours sans électricité. Voilà, je vous rappelle l'essentiel des titres d'aujourd'hui, que vous développera d'ailleurs tout à l'heure à 23h15 Jacques Merlino. Les Israéliens intensifient leur action au Liban, puisque je viens d'apprendre par une dépêche reçue de Jérusalem que l'armée israélienne a repris Tyr, Nabattier, de même que le château de Beaufort, nous l'annoncions en début de journal. Pour l'instant, l'armée israélienne procédait à un ratissage des deux villes pour arrêter les terroristes, nous dit ce communiqué de Jérusalem. Et puis au Tchad, les forces d'Hissène Habré ont repris la capitale, N'Djamena. Le président Goukouni serait actuellement réfugié au Cameroun. Enfin, la poursuite des négociations chez Talbot, à Poissy, à Saint-Germain, très exactement. La CGT a demandé des élections professionnelles dans 15 jours dans toutes les usines du groupe de la région parisienne et le travail devrait reprendre demain matin à 7h. Voilà donc pour l'essentiel de ces informations. À 23h15, Jacques Merlino. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée à tous.